Bonjour à ceux qui n'étaient pas encore présents jusqu'à maintenant. Nous allons terminer cette session de table ronde sur le colloque Access Security en nous projetant sur les grands événements sportifs qui vont nous impacter en 2023, 2024 et ce que ces événements sportifs ont comme conséquence en matière de sûreté-sécurité. Alors, pour ceux qui étaient présents avec nous sur la table ronde précédente, Elisabeth Sellos-Cartel du ministère de l'Intérieur nous a parlé de la problématique de la reconnaissance faciale. C'était notamment pour les JO 2024. Nous savons que ces JO, et notamment avant même les JO, la Coupe du Monde de rugby 2023, tout ça, ce sont des étapes cruciales pour la sécurité privée en règle générale. Hein. On a pour mémoire les JO de Londres hein, qui avaient été donnés à la société G4S. Hein, ça a été une catastrophe. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut absolument pas reproduire en France en 2024. On sait que les sociétés de sécurité privée, hein, dites de gardiennage, ne vont pas forcément pouvoir répondre aux attentes qui leur sont demandées, ne serait-ce que parce que les appels d'offres ne sont pas à la hauteur des objectifs à atteindre. On sait que on n'a pas de recul en France hein, sur ce genre d'événement, ça va être une première. Quid de la sécurité de ces événements sportifs, quels qu'ils soient, hein, on l'a aussi en local et pour d'autres opérations. Pour en débattre, j'invite Nicolas Bonnet, qui est le responsable sûreté-sécurité ici au Parc Chano. Nicolas, tu peux nous rejoindre sur la scène. Florence Heisbrook, je ne me suis pas trompé, Florence, c'est ça hein du stade Vélodrome, donc nos voisins ici du Parc Chano. Philippe Leclerc, qui est ex-directeur sécurité du Palais des Festivals et Congrès de Cannes et qui travaille chez Safe Cluster, et Marc Vaillant d'Azursoft pour évoquer tout cela. Alors, faisons dans le local d'ailleurs, Nicolas. On est ici au Parc Chano. Quand il y a un grand événement ici, comme un meeting politique et tout, qu'est-ce que ça implique en matière de sécurité événementielle pour vous, directeur sûreté-sécurité? Bonjour à tous. En termes de sécurité incendie, donc on est sur des événements, nous qui sont principalement des expositions, dans le cadre, on est encadré avec un chargé de sécurité qui nous assiste aussi sur la démarche. Après, c'est vrai que la grosse problématique, ça peut être le fait de prendre en compte des agents qui sont, par la définition, que ce soit dans un milieu événementiel ou sportif, des fois des agents ponctuels qui viennent et qui n'ont pas forcément la connaissance du site, la connaissance des consignes, la connaissance de toute l'organisation. Donc du coup, faire peser un risque pour le public qu'on pourrait accueillir. Donc la première problématique qui va se poser, qu'on détaillera peut-être tout à l'heure ou maintenant comme tu veux, c'est de permettre de donner le plus rapidement possible la connaissance et l'efficience aux agents pour pouvoir effectuer les missions qu'ils vont avoir besoin d'exercer sur le site. Pourtant, ici, on a 17 hectares, hein, si mes souvenirs sont bons, et c'est souvent les mêmes entreprises qui souscrivent au contrat. C'est les mêmes entreprises, mais en fonction des événements, on a un public accueilli qui change, notamment en termes de quantité. Donc forcément, on a un nombre d'agents de sécurité qui est fluctuant en fonction des jours d'exploitation. Ce qui est vrai pour la sécurité incendie, l'est aussi pour la sécurité physique. Tout à fait. Alors on a deux problématiques qui sont bien distinctes. La sécurité incendie, que nous, on gère en interne sur un domaine un petit peu régalien, puisque on considère que la sécurité incendie, c'est des choses qui doivent être gérées par nos soins, puisque les agents ne peuvent pas ne pas connaître les bâtiments, ne peuvent pas connaître l'implantation ou le fonctionnement des installations. Donc ça nous donne une garantie en passant toujours par les mêmes prestataires, qui sont des prestataires à l'année, avec des gens qui sont récurrents, qui peuvent revenir sur le parc.
Ici, au Parc Chanot, vous avez des relations avec les forces de sécurité intérieure, les régaliennes? Oui, 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 on a des contacts réguliers avec eux. Au niveau sécurité incendie, on fait beaucoup d'allers-retours et beaucoup d'échanges avec le bataillon, que ce soit sur la division prévention, mais aussi la division opération, sur lesquelles on est en train de mettre en place des protocoles, des exercices communs sur le parc, pour qu'il y ait vraiment une continuité entre l'action des agents de sécurité et l'action des acteurs publics. Et en termes de sûreté, on a beaucoup de contacts aussi, des liens assez étroits avec les services de la préfecture de police, de la DDSP ou de la ZRT pour pouvoir prendre en compte le risque en fonction de la situation et adapter les effectifs et l'organisation en fonction de la situation spécifique. C'est adaptable à l'événement, ça, nous l'avons compris. Avant de passer au JO, je vais passer la parole à Elisabeth, le voisin du parc Chanot avec le stade Orange Vélodrome. Elisabeth, pardon, Florence. Excusez-moi, Florence. Pas grave. À Florence pour même question au stade Vélodrome, alors qui est un environnement un peu différent, hein, des problèmes. On a beau être voisins, on n'a pas la même maison, hein, comme on dit. Non. Et alors, quels sont les risques et particularités du site, du stade? Alors déjà, la particularité de notre stade, c'est notre public. Puisque moi, je travaille pour l'Olympique de Marseille en tout premier lieu. Donc, mon premier travail, c'est d'opérer sur les matchs de l'Olympique de Marseille avec un public un peu compliqué et spécial parfois. Donc, j'interviens aussi sur Motivé. les matchs de rugby, oui, sur les concerts, mais c'est pas du tout la même chose. Un match de foot de l'OM, il faut savoir qu'on a entre 50 et 60 000 personnes présentes. Donc, c'est une ville, hein, et on gère Oui. une ville. Donc, c'est 3500 prestataires qui rentrent. Et sur ces 3500 prestataires, ça va être 900 agents de sécu en moyenne, plus 400 ou 500 hôtesses et agents d'accueil. Donc, ça fait un gros volume de personnel à gérer. On a une chance, c'est qu'on a, en fait, on fonctionne un peu comme le parc Chanot, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité incendie, ils sont là toute l'année, ils connaissent le stade par cœur, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et sur les agents qui reviennent de manière récurrente à chaque événement, on a quand même beaucoup de matchs. Finalement, on en a un minimum 2 par mois. Si on rajoute les concerts et le rugby, ça ne s'arrête jamais. Donc, on a sur ce gros volume de 800 à 900 agents, il y en a plus de la moitié, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Donc en fait, on n'a plus à leur réapprendre le site. Et on a choisi, nous, il y a de ça 2 ans, de former et d'embaucher des superviseurs, donc qui sont Olympiques de Marseille sur des contrats particuliers qui n'interviennent que sur les matchs, en fait, sur les événements, et qui sont en fait en charge d'une zone complète et qui ont une vision justement un peu plus de tour de contrôle sur certaines zones, parce que moi je peux pas être partout, hein. Le stade il est grand, le stade il est finalement il n'est pas plat comme peut l'être chez toi entre guillemets. On a 10 étages d'un côté, 7 de l'autre, donc on a pas mal de recoins. Donc en fait ce sont nos yeux en plus des caméras, ce sont nos yeux. Et je me rappelle plus de votre question. Et la dernière, c'est justement les collaborations, comme avec Nicolas, avec les forces de sécurité intérieure. J'imagine que c'est peut-être encore plus prégnant que pour Nicolas. Oui, on parle, déjà on prépare chaque match, donc chaque événement est préparé à la préfecture de police, donc on va parler à la DDSP, on va parler effectivement au RT, on va parler à la PM, à la ville, à tout le monde en fait. À chaque fois qu'il y a un match, on impacte tout le monde. D'ailleurs, Oui. sur un D'ailleurs, il y en match, a un ce soir. il y en a un à côté, il va falloir que j'y retourne. Oui. Il y en a un ce soir, effectivement, c'est un match européen, avec pas beaucoup de public pour le coup, mais un public en face de nous, pas simple et nombreux. Motivé. C'est Motivé, on voilà. va dire. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a un match, on va en réunion préfecture, Nicolas va être là. En fait, on va avoir un peu tous les gens qui travaillent autour du stade vont être impactés par ce qui se passe chez nous. En fait, vu qu'on déplace une petite ville, Et oui, il faut qu'elle on pénètre dans paralyse Marseille. aussi Oui, une oui. bonne partie de Marseille. On le sait. D'accord. Alors, pareil, toujours avant de parler des JO et de me donner votre sentiment sur l'avenir, je vais passer la parole à Philippe Leclerc. Dans son expérience antérieure, parce que là, pour le coup, moi, je l'avais vécu dans un contexte particulier, le Palais des Festivals, c'était l'organisation du G20 à Cannes, où là, on est pour le coup hyper protégé. Mais en temps normal, le Palais des Festivals, c'est quand même un endroit où
Alors on a tendance à réduire le Palais des Festivals de Cannes à sa partie émergée, c'est-à-dire le Festival international du film. Alors c'est un événement parmi d'autres, puisqu'il y a plus de 50 événements par an, 120 spectacles, et on passe d'un événement populaire comme le Festival des Jeux, où les familles vont venir, à des congrès sur l'immobilier de prestige ou internationaux qui drainent des gens en provenance du Japon, des États-Unis, du monde entier, en passant par des fêtes de l'électro sur des plages, des boîtes de nuit en plein air, et puis des salons et des congrès un peu plus traditionnels. Donc il faut s'adapter à la physionomie du public. Alors on est sur les mêmes schémas finalement, entre centre des congrès ou stade, on est sur les mêmes schémas événementiels, avec les mêmes difficultés d'agents qui ne sont pas forcément les mêmes d'un événement à un autre, et auprès desquels, en plus, on doit expliquer que le traitement sur un point d'inspection filtrage d'un fêtard qui vient un peu alcoolisé danser au son de la musique électro va pas être le même qu'un CSP++, ancien ministre, qui va se présenter au contrôle. Donc on a aussi cet aspect qui est complexe, mais qui passe par des préparations, par des briefings, par aussi une récurrence, année après année, quasiment systématiquement. On a les mêmes événements qui reviennent. Donc on a aussi une frange des agents de sécurité qui a connu les événements antérieurs et qu'il suffit juste de réactualiser. Et pour la deuxième partie de la question, qui est la relation avec les forces de l'ordre, elle est indispensable, hein. On ne peut pas agir seul. On peut être rapidement isolé. On a besoin d'eux en cas d'incident de toute façon. Et on travaille aussi, on travaillait, parce que je n'y suis plus, avec les renseignements, les services de police, les BAC, police secours. On organisait des exercices au sein du palais, en conditions réelles, c'est-à-dire avec des stands, parce que s'entraîner dans des espaces nus n'a pas d'intérêt. Et moi, je parlais de coproduction de sécurité, de coopération, voire de coopération, puisqu'on était vraiment dans l'action, avec des briefings, des préparations, une anticipation et des présentations d'une grille de menaces à chaque fois, de réévaluer la menace semaine après semaine au fil des événements qu'on devait accueillir. Oui, et puis là, vous êtes l'exemple tous les trois de trois espaces géographiques complètement différents, entre le parc Chano, qui a des grilles autour et qui est principalement horizontal, hein, le stade Vélodrome, qui est un demi-œuf en fin de compte, on n'y rentre quand même pas comme ça non plus, parce qu'il y a des grilles, et le Palais des Festivals, qui lui, pour compte, est un paquebot, mais sur lequel pratiquement on peut accéder sans toute relativation. Pour ceux qui connaissent, Oui. c'est un espace assez complexe, avec des agrégats, des excroissances, mais il y a quand même 8 niveaux, 88 000 mètres carrés, et puis des espaces publics. On peut même aller s'installer sur des plages, avec des privatisations de l'espace public, des aménagements au fil des ans. On a parlé tous les trois là, de l'aspect humain, hein, de relations humaines, mais est-ce que la technologie peut nous aider, peut vous aider, Marc Vaillant, en matière de sécurité sur des espaces comme ça? Est-ce que la technologie peut nous aider, peut les aider? Donc oui, nous, on pense qu'il y a ce fameux continuum de la sécurité, mais un continuum de la sécurité entre privé et police, s'il n'y a pas la techno, donc ce qu'on appelle nous le continuum de sécurité technologique, ça va être difficile. Parce qu'on le voit bien, on n'arrive pas à recruter suffisamment de personnes, on n'arrive pas suffisamment à les former, à les garder. Donc il faut qu'il y ait en parallèle la technologie. On voit des systèmes de contrôle d'accès qui datent d'il y a 10 ans, des nouveaux, pareil pour l'incendie, pareil pour la gestion du chaud et du froid quand on doit alimenter des dizaines de milliers de personnes. Il y a tous ces capteurs-là. Alors je ne parle même pas de la vidéo, qui est encore un autre domaine, mais je crois que vous l'avez vu précédemment. Toutes ces datas, toutes ces informations, il faut pouvoir les gérer sur une couche supérieure, qu'on appelle dans le jargon techno un hyperviseur, et pouvoir traiter et envoyer ces infos aux forces de l'ordre. Là, on travaille énormément avec le GIGN, qui va avoir, là aussi, dans leur jargon, un poste de commandement,
qui va recevoir ces datas avec des cartographies précises, de manière à pouvoir intervenir très précisément au lieu où il y a eu un incident. Donc ça, c'est la partie, je dirais, au-dessus. Et puis, il faut rajouter de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, on va apprendre un petit peu du palais des festivals, on va apprendre du match Intel, et de manière à arriver préparé, parce que l'IA, si on ne l'abreuve pas de data et d'intelligence, on ne va pas arriver 3 mois avant un événement olympique et puis dire tiens, je mets de l'IA et ça va marcher tout seul. Donc là-dessus, il faut pouvoir anticiper un petit peu. L'intelligence artificielle permet justement d'anticiper les incidents sur les événements comme ça? Si elle a été formée, éduquée. C'est-à-dire que vous mettez de l'intelligence artificielle ce soir. C'est un bébé. On pourra la rendre un peu intelligente, mais derrière, il faut savoir, au vélodrome, si on met des sacs là-bas sur le parking, que ça puisse être ce qu'on appelle le learning, hein. Il faut qu'il y ait de l'apprentissage, sinon ça ne fonctionnera pas comme ça devrait. Vous avez accès facilement aux données? C'est-à-dire Je veux dire, dès lors qu'on parle d'intelligence économique... pardon, excusez-moi, monsieur. Fatigué. Non, restons techno. C'est la fin, c'est la dernière. Tenez encore 20 minutes et c'est bon. Intelligence artificielle, pardon. Bon, Lapsus révélateur. Il y a forcément derrière de la donnée, mais cette donnée, est-ce que pour vous, opérateur, elle est facile à acquérir? Est-ce qu'elle est facile à trouver, ou est-ce que elle s'acquiert dès lors que vous avez mis en place le système? Il faut mettre le système qui, lui, va concentrer, comme je disais, des datas de contrôle d'accès, des datas vidéo, des datas de toutes sortes. C'est ça la difficulté, c'est que derrière, on en reçoit beaucoup. Comment on les traite? Comment on va dire, tiens, celle-là, elle est prioritaire par rapport à une autre, et derrière, comment on envoie ça à la bonne personne, que ce soit un télésurveilleur, que ce soit la police municipale ou la police nationale. C'est important ce que vous nous dites, parce que sur la conclusion de la table ronde précédente, on évoquait justement la reconnaissance faciale pour les JO de 2024 à Paris, mais ce que vous nous dites, c'est que ça ne peut pas être des caméras installées au dernier moment, quoi. Ah non, c'est pas possible. On est d'accord. Non, mais ça c'est évident. Oui, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est au regard des discussions qui ont été échangées justement sur la table d'avant. Et là, je vais repasser la parole à Nicolas. Comment est-ce que, faisons abstraction de la Coupe du Monde de rugby, parlons directement de cet événement majeur que sont les JO 2024. Je sais que Marseille participera d'une certaine façon à ces JO. Comment est-ce que le parc Chanot est concerné? Quels sont, selon vous, comment ça va être géré, ces événements satellites autour de cette implication dans les JO à Marseille? Pour l'instant, il ne me semble pas qu'on soit impacté, mais par l'événement principal, on a des événements satellites qui vont forcément se greffer et qui vont s'orienter sur notre établissement. Donc il va y avoir 2 aspects. Un aspect sur lequel il y a le processus global et général de l'événement qui va se greffer, qui sera lié à l'organisation des JO, à leur souhait de sûreté et à leur organisation qui sera propre. Et ensuite, il y aura l'expertise que chaque site peut leur apporter sur le terrain pour compléter cette partie et optimiser l'organisation qu'on va pouvoir mettre en place. Et pour le parc Chanot, il pourrait y avoir des événements de quel type en termes d'événements? Alors nous, on est tous dans le même cas, parce que même le stade fait de l'événementiel. On est sur des sites qui ont l'habitude de changer complètement leur physionomie et de s'adapter en dernière minute aux souhaits de l'organisateur. Donc on peut imaginer et on est prêt à envisager tout type d'événements, et on saura les accueillir et les accueillir bien. Pour l'instant, vous n'avez pas de commande ferme et définitive sur tel ou tel type d'événement. Il y a des choses qui sont en discussion. Mais on n'en parlera pas. Après, ce que je peux vous dire, c'est que notre organisation qu'on a développée, notamment sur nos grands événements, est de nature à pouvoir s'adapter à tout type d'événement.
C'est quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a mûri. On a réfléchi très tôt à cette problématique comme on disait tout à l'heure, d'agents nouvel arrivants sur le site, vacataires entre guillemets. Cet aspect formation, cet aspect organisation, traitement de l'information. Donc maintenant, on arrive à quelque chose qui commence à être mûri, reconnu par les autorités locales et qu'on a tendance à plébisciter et sur lesquels l'habitude aussi fait que les agents reconnaissent cette organisation et qu'on arrive à avoir des résultats assez intéressants. Vous êtes, j'allais dire, en matière de technologie ici sur le parc Chano, sans dévoiler de secret, hein, vous êtes équipé, selon vous, suffisamment et que ça correspond à vos besoins? C'est toujours relatif parce qu'on est... alors, sur la sûreté, on peut toujours faire une course à la technologie. Et là, on sera toujours en retard parce qu'on est lié à la date de conception d'un bâtiment. Quand on construit un bâtiment neuf, on a toujours le loisir de le concevoir, de le mûrir avec notre volonté, avec notre sensibilité en fonction des événements actuels. On a vu ces derniers temps, ces dernières années, que la situation a évolué très très vite. Et encore, il y a une dizaine d'années, on n'aurait pas forcément parlé aussi intensément d'une problématique de menace d'attentat, avec des barrières anti-véhicules béliers, avec des attaques au couteau, ce genre de choses. On n'aurait pas forcément parlé de problématiques de jauge dans des établissements. Donc c'est quelque chose qui est évolutif. Et la technologie, je pense que d'une certaine manière, quand on va construire des bâtiments, faire en sorte d'intégrer le maximum de choses et d'anticiper le maximum de choses, mais on sera toujours en train de courir après des technologies. C'est pour ça que j'insistais beaucoup, moi, sur l'aspect recrutement, formation des agents, puisque, quel que soit, sans vouloir contredire ce que vous avez dit tout à l'heure hein, sur la technologie, quelle que soit la technologie, il y a toujours un opérateur, et il y a toujours un agent qui va l'exploiter. Et cette sensibilité-là, c'est peut-être la plus importante. Donc, former l'agent, c'est vraiment ce qui va être la pierre angulaire de tout le dispositif. Et on le voyait hein, en termes de sûreté ou d'intelligence économique, hein, c'est les mêmes problèmes. On peut mettre tous les systèmes de sûreté, de sécurité qu'on veut, même en sécurité informatique, tous les firewalls, tous les systèmes qu'on veut. Si la secrétaire sur un appel téléphonique nous donne le mot de passe ou nous donne l'accès parce que nous a reconnu, on a bravé tous les systèmes. Donc, et Florence, j'imagine que vous rejoignez Nicolas pour cette approche. Même, je ne sais pas si vous avez vous déjà des commandes fermes pour les Jeux Olympiques, mais étant donné que vous faites à la fois de l'événementiel spectacle et de l'événementiel musclé, c'est ça. Vous anticipez déjà, vous êtes en train de vous préparer. Et la deuxième question, est-ce que la technologie au stade Orange Vélodrome est... Alors, on est en train de en fait, on répond en fait à un appel d'offres, enfin pas un appel d'offres, un cahier des charges en fait des JO. On est opérateur sur notre site, donc en fait, on va rester opérateur sur notre site puisqu'ils cherchent pas à changer, à mettre quelqu'un d'autre à notre place. Par contre, ils ont un cahier des charges qui est extrêmement précis. Drastique. Ouais. D'accord. Ouais, c'est très 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 précis. Ils vont loin sur des sujets. C'est très bien. Hein, je veux dire, ils vont expérimenter. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Philippe. C'est par des expérimentations. Ils essayent d'aller très très loin et c'est très bien parce que nous, ça va nous faire monter en compétence sur des sujets qu'on n'exploite pas forcément parce que on enchaîne en fait. Hein. Soyons clairs, oui. On enchaîne un événement tous les 15 jours, plus les matchs à l'extérieur, ça veut dire toutes les semaines. Donc on enchaîne beaucoup. Donc même si on essaye d'avancer toujours un peu plus vite, y a un moment, le temps nous rattrape. En termes de technologie à l'Orange Vélodrome, alors au niveau des caméras et autres, on est plutôt pas mal. On est même plutôt, on les change régulièrement, on essaye de faire évoluer. On a des Dallmeyer qui sont des caméras qui sont efficaces, en tout cas pour nous. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. Après, on a un léger sujet, nous, c'est qu'en fait, l'enceinte aux portes du stade, c'est chez nous, on est gestionnaire, même si la ville est propriétaire. Par contre, tout ce qui est autour du stade comprend un jour d'événement, donc on a des arrêtés sur les rues, on va très loin dans les rues. On a tous les parvis qui deviennent, entre guillemets, à nous sur un événement. Par contre, le lendemain, on les rend. Donc, en fait, on ne peut rien mettre en fixe. Donc, on a un vrai sujet, c'est que la palpation, pour moi, ça reste des hommes, parce que je ne peux pas mettre
de portiques, parce qu'il faudrait que j'ai des portiques roulants et il en faut un certain nombre pour arriver à faire rentrer 60 000 personnes. Donc ça reste des hommes. Qu'un magnétomètre, ça suffit pas parce que les agents ils savent pas s'en servir et que ça vibre, ils savent pas pourquoi, ça s'éclaire, ils savent pas pourquoi. Donc effectivement, moi je compte encore beaucoup sur l'humain et sur la formation. Et en fait, on les forme, on les audite, on les contrôle, on les surinforme et puis on a besoin de ça. L'homme reste une clé en fait dans notre fonctionnement en événementiel, même si après effectivement il y a pas mal de choses qu'on aimerait plus automatiques, etc., etc. Mais puis le coût nous rattrape aussi. Le, Des le, nouvelles technologies. le coût. Le coût nous Oui, rattrape très vite, oui. L'investissement, oui, oui. Justement, là, c'est à Philippe que l'on peut poser la question, hein, dans sa catégorie, dans son appartement, au Safe Cluster. La technologie, c'est un frein ou c'est quelque chose qui est abordable, qui peut être... est-ce que ça compense? Est-ce que ça complète? Est-ce que ça remplace? Alors rapidement, pour parler de Safe, pour expliquer un peu, Safe Cluster, c'est un pôle de compétitivité, donc c'est un outil qui reçoit des fonds publics pour participer à la promotion du savoir-faire français, hein, dans mon domaine, la sûreté et la sécurité. Donc l'idée, c'est de rassembler les savoirs, les expertises françaises, PME, TPE, ETI, grands groupes, des académiques, des centres de recherche, d'essayer de faire travailler tout le monde ensemble pour créer des filières qui, dans la chimie, dans le médical, dans le bio, la mer, il y a une 50aine de pôles de compétitivité en France. Nous, c'est sûreté, sécurité, défense et l'aérien et le spatial. Et l'idée, c'est de rechercher de l'innovation. Donc on travaille sur le sourcing, l'identification d'innovation. Pour revenir à ce qui a été dit sur la table précédente, moi je ne souscris pas au fait que les entreprises françaises sont en retard technologiquement. Je pense qu'on est au même niveau que les autres, on a même de l'avance. Il y a d'excellents succès français à l'international. Pourquoi à l'international? Parce qu'on a des freins juridiques, on l'a exposé tout à l'heure, il y a des freins juridiques, mais il y a des Français qui arrivent à vendre nos technologies à l'international, à Singapour, au Luxembourg, ailleurs, et on peut briller aussi dans cette filière sûreté-sécurité. Alors évidemment, elle a un coût, c'est de l'innovation, mais la sûreté a un coût, mais parfois la sûreté n'a pas de prix, je dirais, face au risque. Donc c'est un investissement qui n'est pas toujours compris par les directions générales. Hein. Là, je parle d'une manière globale dans le champ de la sûreté, de la sécurité. Pour les directeurs sûreté, c'est toujours très compliqué de faire passer des idées. Mais à partir du moment où on a identifié une solution techno mature, satisfaisante, qui peut aussi déborder du simple champ de la sûreté, moi je crois beaucoup à l'interconnexion sur la sécurité des individus, la sécurité environnementale. À partir du moment où on a des outils polyvalents qu'on a en capacité de placer, il y a une certaine forme d'amortissement qu'on peut partager aussi avec les pouvoirs publics. C'est une attente de leur part. L'État a de moins en moins de moyens et une façon de faire accepter ces technologies, c'est aussi de les partager avec les pouvoirs publics pour qu'ils y trouvent leur compte. On parlait pour les préfets, leur capacité de donner des autorisations, ça peut aussi passer par là, en mutualisant les solutions de sécurité. Moi, je crois beaucoup à la complémentarité homme-machine. Aujourd'hui, on va gagner de l'efficience grâce à la techno. On arrive à un point où il y a un certain vivier d'agents de sécurité sur le terrain, disponibles, de qualité plus ou moins inégale, on va dire, en fonction de la formation. Là aussi, il y a un nécessaire besoin d'assainissement. Mais cette complémentarité avec la machine, à partir du moment où on forme aussi les gens à l'utilisation de ces technos, où on les accompagne, où on va peut-être aussi valoriser la filière, valoriser leur métier, créer des passerelles, ça, c'est indispensable. Donc pour moi, la technologie, l'innovation en matière de sécurité, elle doit être intégrée et intégrer le plus tôt possible. Enfin, si on parle des JO, par exemple. Oui, mais justement, à Safe Cluster, vous êtes déjà en train de travailler dessus, j'imagine, parce que c'est pas les entreprises, la synergie, tous les acteurs que vous avez cités ont ça en objectif. Alors, on travaille
on effectue des proof of concept, c'est-à-dire qu'en conditions réelles, on va analyser des technologies de sûreté. Alors sur le plan technico-opérationnel, est-ce que ça fonctionne? Mais aussi sur l'approche humaine, est-ce que l'opérateur, l'agent de sécurité qui va utiliser cette techno, va être conscient que la machine ne va pas se substituer à lui? Comment il va accepter cette machine? Comment le public va accepter la machine? Comment l'opérateur de stade, de centre de congrès, va accepter la machine? Alors, on conduit des expérimentations qui sont orientées parfois à grands événements, mais pas uniquement. On travaille au profit de grands opérateurs, EDF par exemple, pour la protection de certains endroits, pour la protection de plans d'eau. Donc on travaille dans ces directions-là et on essaye de montrer à nos donneurs d'ordre, qui sont parfois l'État aussi, la plus-value de ces technologies. Et parfois aussi, on leur montre, parce que j'ai parlé de l'acceptation humaine, mais aussi les points de blocage légaux. À un moment donné, on va être bloqué par la CNIL, d'autres institutions qui vont estimer qu'on emploie des outils peut-être disproportionnés par rapport à ce qu'on sera en capacité de faire aujourd'hui. Mais si on en reste à ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui, on en reste au cahier à spirale et à l'agent de sécurité avec un bloc-notes. Pour Marc Vaillant, pour rebondir sur ce que disait Philippe Leclerc, dans votre activité, les partenariats technologiques, c'est obligatoire aujourd'hui ou ça reste une option? Non, les partenariats technologiques sont obligatoires, enfin, de mon point de vue. Donc là, vous rejoignez Philippe, là, pour le coup. Ah, mais je rejoins Florence, Nicolas, Philippe. L'humain reste la clé. La techno, elle est en support de l'humain pour, par rapport à ces milliers ou dizaines de milliers de data qui vont arriver. La techno, elle va être là pour présenter des alarmes qui sont plus prioritaires, enfin, que la techno va analyser comme étant plus prioritaires, et que l'interface, parce que l'opérateur, et je vous rejoins totalement, l'opérateur, lui, va être là. Si l'interface, elle est trop fatigante, elle n'est pas assez intuitive ou ainsi de suite, il va se fatiguer et il va maltraiter l'intervention. Donc oui, les partenariats techno, et je rejoins... nous, on a fait un partenariat technologique avec un magnifique centre de recherche et développement à Sophia Antipolis, qui est l'INRIA, qui est un des 5 premiers en techno, on va dire logiciel. On a fait ce partenariat en intelligence artificielle. Donc là, c'est un partenariat direct avec tu le mentionnais tout à l'heure, de l'académique, mais on est un agrégateur de technologies, donc il faut qu'on travaille avec les meilleures sociétés, donc on intègre d'autres technologies. C'est obligatoire, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas faire une seule société, même un Thales ou un Atos ne peut pas faire tout seul. Vous êtes sollicité, vous, pour les JO, dans le cadre de votre activité? Alors, on est sollicité pour être sponsor. Moi, je me suis reculé de suite quand j'ai vu les montants. Mais on n'est pas encore sollicité sur la partie techno. Donc là, j'interviens en tant qu'Azursoft, mais aussi en tant que GPMSE, qui est la partie surveillance électronique. Et là, c'est aussi un petit complément de point de vue. Il faut que force humaine, force publique et les télésurveilleurs, parce qu'on va parler de la faculté de Marseille, qui est une des plus grandes françaises, ils ont des bâtiments partout. Forcément, il va y avoir une nécessité de sécuriser ça un petit peu et de communiquer avec un centre de commandement qui va pouvoir gérer et surtout intervenir dès qu'il va y avoir... Et si on parle fan zone, je ne sais pas du tout où elles vont être, mais les fan zones ne sont pas... je ne suis pas un expert en fan zone, hein, mais je vais souvent au Vélodrome, mais pas à la fan zone. Les fan zones vont être traitées technologiquement de manière différente. C'est pas Donc tout ça, il faut qu'il y ait ce continuum de technologie, de sécurité. La fan zone, elle est où pour le stade? Devant? Non, elle n'est pas devant. Je ne sais pas où elle est. Moi, j'y vais pas, la fan zone, je vais. Alors, Marseille va être impacté par... Oui
Juste pour Oui, vas-y, rebondis. resynthétiser, rebondir sur ce qu'on a dit. Je pense qu'on dit les mêmes choses, mais c'est donc il y a des solutions technologiques, il y a des coûts qui sont liés à ces solutions, il y a de l'humain qui l'exploite. Et je pense que c'est le rôle du directeur ou du responsable sécurité de prendre en compte ces paramètres-là. Et c'est ça qui va donner toute la mayonnaise, tout le sens à l'histoire. C'est analyser l'objectif qu'on veut atteindre en termes de sûreté ou de sécurité, regarder les moyens qu'il y a à disposition et les intégrer. C'est ce que vous parliez en fait d'intégrateur logiciel, mais c'est notre rôle en tant que directeur de sécurité d'intégrer ces éléments-là dans notre organisation, ce qui va déjà permettre de justifier les coûts eu égard à l'objectif qu'on veut atteindre, mais aussi donner du sens pour que les agents puissent l'interpréter et s'en servir comme de vrais outils. Et du coup, c'est ce lien-là, c'est l'organisation, le schéma d'organisation qu'on va concevoir au départ qui va permettre d'associer les agents, la technologie, les différentes options. Et on va pouvoir autant faire des solutions matérielles, concrètes, avec des outils informatiques ou technologiques qui vont être très performants. Mais on va aussi pouvoir faire des très bonnes organisations avec des outils à moindre coût. Parce qu'on a perçu que dans l'organisation qu'on voulait mettre en place, on pouvait tirer parti de chaque technologie dans son ensemble pour pouvoir faire un tout et faire notre organisation. D'accord. Pour revenir au JO et puis conclure là-dessus, avant de laisser la parole à la salle pour les questions qu'ils souhaiteraient vous poser, vous avez tous vu, comme moi, le projet d'inauguration des Jeux Olympiques sur la Seine à Paris et tous les problèmes de sûreté, sécurité que cela peut supposer. À Marseille, nous allons mettre à disposition le plan d'eau pour les JO. Ça va forcément aussi avoir d'autres aspects sécurité, sûreté que vous connaissez vous, dans une enceinte fermée, sur terre et compagnie. Alors je regrette, c'est vrai, de ne pas avoir à nos côtés quelqu'un de la préfecture ou de la mairie, parce que j'imagine qu'ils, pour le coup, ils sont déjà bien en train de travailler dessus, sur cette problématique. Mais vous-même, au regard de vos expériences, le fait que les JO à Marseille soient sur le plan d'eau, ça crée de nouvelles problématiques, une nouvelle vision de cette sécurité à la volée, pour ceux que... Alors pour reparler de SAFE, on a conduit récemment justement une expérimentation de surveillance de plans d'eau en mettant en œuvre, encore une fois, c'est la promotion des entreprises françaises, une combinaison de drones aériens, navals, voire sous-marins, en capacité de surveiller des zones équivalentes à des zones de régate. Voilà. Là encore, pour essayer d'anticiper et de voir technologiquement si ça apportait une plus-value par rapport à la surveillance traditionnelle, et puis en estimer évidemment les coûts. D'accord. Donc il y a quand même du travail, il y a une anticipation. Alors, ensuite, est-ce qu'on est à la bonne cadence? Ça, c'est une autre question. Mais ces aspects-là ne sont pas laissés dans l'ombre pour l'instant. D'accord. C'est une problématique qui, en tout cas, est prise en compte. Sauf si vous avez un point auquel vous penseriez là qu'il faut préciser, mais je vais laisser la parole à la salle pour les questions sur la sécurité événementielle. Oui, attendez, je vous amène quelque chose. Merci, bonjour. Donc Cynthia Bamoudreau, je travaille à la ville de Marseille. Je suis responsable du service gardiennage et télésurveillance et je suis venue accompagnée de l'UGAP aujourd'hui. Et nous travaillons sur la marina olympique et la sécurisation du site. Merci. Du coup, on aurait souhaité prendre vos coordonnées parce que nous, on a été informés au niveau du gardiennage un peu en décalage en fait par rapport au projet. Donc, on a dû monter une offre à l'aide de l'UGAP très très rapidement. Donc, on a la partie terrestre avec les travaux sur la base nautique et on a aussi le plan d'eau qui nous a posé plus de soucis. Donc, on avait pensé à des solutions de télésurveillance, mais on a le problème des embruns, des caméras avec la visibilité nocturne.
nocturne, très difficile à mettre en place. On a aussi évoqué la solution des drones avec notre directeur général. On a sollicité l'UGAP justement pour avoir des réponses, mais aériens, pas sous-marins. Donc si vous avez des contacts... Ah bah c'est Philippe. Hein. Voilà. Mieux que ça, c'est pas possible. Voilà. On se parle après. D'accord, merci. D'autres questions? On évoquait tout à l'heure la sécurité du plan d'eau de Marseille et des problématiques. Après, c'est vrai que je vais peut-être démystifier complètement parce que le public du rugby au Vélodrome, il est très calme et il s'autorégule parce que s'il y en a un qui bronche dans le métro, il se fait rappeler à l'ordre. Et dans le stade, c'est pareil. Bon, et quand c'est des Irlandais, des Anglais, des équipes, il n'y a aucun problème. À part quand ils sont bourrés, mais c'est après le stade. Mais là parlons du JO. Mais les JO, clairement, pour moi, la voile, c'est quand même une discipline élitiste. Donc, de toute façon, faire une fan zone, j'y crois pas du tout à Marseille. Il reste une coupure entre les quartiers nord et les quartiers sud. Bon, il n'y a pas d'accès de masse à la corniche. Il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro. Excusez-moi pour la RTMM. Puis, bon, je les ai vus à ce salon, donc je les connais bien. Donc, clairement, la demande, le besoin pour les JO, pour moi, il n'a pas évolué depuis The Race en 2001, quoi, sur le plan d'eau à Marseille, qui est une belle baie. Mais il n'y a aucun besoin spécifique pour les Jeux Olympiques, parce que les gens qui vont faire de la voile, et puis il y a peut-être plus de jet ski un peu maquillés, mais il y a quand même des opérations de gendarmes qui en saisissent à l'Estac, des branquignoles. Oui, d'où la... Voilà, des engins flottants non identifiés ou un peu maquillés. D'où la question de la ville de Marseille et ce que disait Philippe à juste titre, c'est que ce qu'ils étudient en ce moment, ça répond à cette problématique au final. Oui, alors j'espère vraiment que la Coupe du Monde de rugby, les JO vont être des accélérateurs technologiques d'une part, et puis un accélérateur pour le continuum de sécurité, parce qu'on en parle depuis des années. Moi, j'ai un peu l'impression que le continuum de sécurité, c'est un peu comme l'Europe de la défense. On va en parler encore dans 15 ans. Donc peut-être que... Il y a Pierre dans la salle. Les JO, les grands événements à venir vont permettre de placer la France sur un plan à niveau avec d'autres nations qui les ont déjà accueillis. Moi, j'ai eu la chance de participer à la sécurisation des JO de Pékin. Alors ça remonte, c'était en 2008. Bon, ils y sont pris bien, je pense, bien avant nous. Mais ils en ont gardé un fort héritage. Alors, on peut le critiquer aujourd'hui ou pas, vu ce qu'ils en ont fait. Mais ça sera aussi pour la France une opportunité de mettre en place des moyens de sécurisation, de la technologie dans les villes, sur les territoires qui pourront par la suite servir le citoyen, si la loi suit. Merci Philippe. D'autres questions? Oui. Après, un petit parallèle, mais qui ne vous a pas échappé, j'imagine. J'ai adoré les épreuves de ski acrobatique avec les tours aéro-réfrigérantes avec Pékin 2000, aux Jeux d'hiver, en plein milieu d'une ancienne aciérie. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Non. Mais ça a été, pour moi, choquant. Faire un petit pavé de neige de culture et être au milieu d'une ancienne aciérie avec des tours aéro-réfrigérantes, comme on voit sur les centrales nucléaires, puisqu'il n'y a pas de sous-métier. Mais clairement, en termes d'image, pour moi, la neige au milieu de l'industrie ou à côté du fleuve, c'était extrêmement choquant. Et je pense que le déficit d'image, clairement, pour nos JO 2024, il sera très important, effectivement, pour que la ville de Marseille présente comme il faut et une image de marque. Et la préfète de police, elle travaille dessus, tout le monde travaille dessus. Hein. Clairement, on fait le nécessaire et on espère qu'effectivement, les équipes étrangères seront bien reçues, même si du point de vue nautique, du point de vue voile, elles sont habituées. Il y a tout un tas d'épreuves qui sont connues, quoi. Une question? Un dernier mot? Eh bien, écoutez, merci. Oui, Philippe, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie. Merci de votre participation pour cette table ronde qui nous projette en 2024. Merci à vous d'être venu assister à cette table ronde. Merci au salon Access Security pour toutes ces tables rondes qui nous parlent de sûreté de sécurité et de cybersécurité. Dans l'absolu, le salon reprendra son cours normal et donc dès l'année prochaine, il aura lieu donc en 2023, sauf s'il est reporté, mais je vous souhaite en tout cas une bonne année et vous dis à dans un an.